5 sur 7 matin, bienvenue dans le forum des discussions, bienvenue dans le débat matinal. Il a troqué son éternelle tenue camouflée contre un boubou blanc. Le chef de la junte militaire au pouvoir en Guinée s'est présenté à la tribune des Nations Unies jeudi dernier pour un discours retentissant pour son baptême du feu à l'Assemblée générale de l'ONU. Mamadi Doumbouya a taclé l'Occident en mettant en avant les limites de la pratique démocratique sur le continent. L'Afrique souffre d'un modèle de gouvernance qui nous a été imposé, un modèle certes bon et efficace pour l'Occident qu'il a conçu au fil de son histoire, mais qui a du mal à passer et à s'adapter à notre réalité. Voilà les propos du colonel qui mettent en avant une réflexion devenue récurrente sur le continent. On est même tenté de dire que Mamadi Doumbouya a porté au très haut la voix d'une certaine pensée qui milite pour un changement de paradigme. On va voir avec mes invités, les francs-parleurs du lundi, la situation de la démocratie sur le continent. Autour de la table, docteur Paul-Marie Wessou, théoricien de la gouvernance d'État. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour. Vous êtes là encore pour la 8e saison de 5 sur 7 matin. Vous étiez là durant toute la 7e saison. On a eu à faire des analyses nourries, des échanges très intéressants. Vous êtes encore d'attaque pour, évidemment, vous avez signé une saison de plus avec l'équipe de 5 sur 7 matin. Bien, c'est mon plaisir d'être là. On fera de sorte que la 8e saison soit encore plus nourrie que la 7e. Et on attend de vous des analyses toujours approfondies, des échanges toujours intéressants, toujours dans la bonne humeur et la convivialité. Armel Dossou-Kago, journaliste, bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel. Vous préférez juste journaliste, il n'y a rien de ronflant, on ne peut pas rester très pompeux, très fast. On veut rester très sobre, très tranquille, même si on sait que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Je ne suis qu'un journaliste. Vous êtes un journaliste, bien sûr. Et juste à côté de vous, Steve Coton, journaliste, juriste de formation, analyste politique. Il est spécialiste des questions de gouvernance démocratique. Il est auteur de l'ouvrage Engageons-nous, la jeunesse africaine face à son destin politique. Bonjour et bienvenue. Merci à vous, tout le plaisir pour moi. Comment allez-vous? Je vais super bien. Mais c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de 5 sur 7 matin. Alors, avant, messieurs, de débattre autour du sujet qui nous réunit ce matin, vous permettez quand même de prendre votre avis chacun sur ce sujet d'actualité, ce drame survenu le week-end dernier du côté de Sémé-Craqué. On va d'ailleurs voir les images, le reportage que nous propose Nathalie Doris Oulabi qui s'est rendue sur place quelques heures après que les flammes, bien évidemment, ont fini de consumer ces entrepôts d'essence de contrebande. C'est la grande désolation sur ces lieux qui autrefois servaient d'entrepôt pour l'essence de contrebande. Aujourd'hui, il n'en reste que des décombres, des corps calcinés, des matériels roulants partis en fumée, laissant tout le monde dans la consternation. En recoupant les informations, il paraît qu'un véhicule, celui que vous voyez ici, en face de vous, était en train de faire ses manœuvres quand subitement, il y a eu une explosion. Et cette explosion a embrasé tout le reste. Aussitôt alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour maîtriser le feu. Il s'agissait d'un feu d'hydrocarbures sur un site d'entreposage et de manipulation d'essence. Les pompiers déployés ont fait tout ce qu'ils pouvaient et le feu est actuellement maîtrisé et éteint. Mais nous déplorons malheureusement le décès de 33 personnes, dont au moins un enfant. 3 personnes ont été évacuées avant même l'arrivée des secours par les gens qui étaient sur place. En termes de biens matériels, des véhicules, des moyens de transport type tricycle et des motos sont partis également en fumée. C'est un sentiment de consternation qui m'anime eu égard aux pertes que nous avons enregistrées aujourd'hui du fait de l'essence frelatée. C'est triste, c'est triste. Et c'est le département qui perd une partie de sa population. Une activité qui conduit à la calcination des filles et fils de ce pays. Je pense que c'est le moment plus que jamais de repenser cette activité-là. Maria Potrossou profite de l'occasion pour exhorter une fois encore les populations, en l'occurrence les vendeurs d'essence de contrebande, à libérer les abords des voies afin d'éviter que de tels drames ne se produisent.
Docteur Paul-Marie Wessou, une fois encore, l'essence de contrebande fait des victimes. On parle de 35 morts, 35 Béninois partis sous les flammes qu'on déplore ce matin. Ben, c'est malheureux, c'est très malheureux. Écoutez, que peut-on dire face à un drame comme ça? C'est juste, comme je l'ai souvent dit, prendre la chose avec philosophie et prendre la chose avec un peu de recueillement. Cela arrive parce que jusque-là, nous n'avons pas encore construit une nation qui s'élève au-dessus des besoins de ses fils et filles. Et donc, c'est très difficile quand ces choses-là arrivent. Vous vous rappelez, chaque fois, c'est pas la première fois, n'est-ce pas? Chaque fois que ça arrive, le discours est le même, il faut repenser l'activité, il faut faire quelque chose pour dégager les uns les autres. Bon, moi, je ne sais pas si dégager les uns les autres, c'est ça qui est la solution. Je crois qu'il nous faut construire une nation qui réponde aux besoins des uns et des autres et qui permette à ce qu'on arrête des choses qui ne sont pas de l'ordre à nous sécuriser nous tous. Voilà ce que moi je pense. Armel de Soukago, alors aujourd'hui tout le peuple est en émoi, évidemment en raison de cette situation qui a conduit à la perte de plusieurs de Béninois, mais quand on observe chaque jour en circulation des compatriotes presque s'ériger en torche humaine, à trimballer des jerrycans dans la ville de Cotonou, le phénomène interpelle. Mais c'est presque passé sous silence. Aujourd'hui, les gens sont décédés. On a évidemment une pieuse pensée pour ces personnes. Mais ça fait quand même pas mal de temps qu'on dit qu'il faut repenser l'activité sans qu'au fond, rien ne change finalement. D'abord, mes condoléances aux familles qui ont perdu des parents dans cette histoire et mes compassions aussi au peuple béninois. Nous avons été tous affligés par cette situation. Et ce que je voudrais dire, c'est que je tire des propos du docteur pour dire qu'il ne faudrait pas que cette fois-ci, qu'on s'arrête aux propos et qu'on passe désormais à l'acte. Et comment est-ce qu'on doit le faire? Ce n'est pas à moi de le dire, mais j'espère qu'on va passer à l'acte pour que ce soit la dernière fois. Parce que nous avons connu cette situation-là. Depuis un moment, ça arrive. Quand ça arrive, on crie, on dit qu'il faut revoir les choses, mais le lendemain, on a déjà oublié, on passe à autre chose. Et comme l'a dit le docteur, il faudrait que nous arrivions rapidement à construire une société où les gens n'aient pas forcément besoin d'aller chercher des activités de ce genre pour avoir le prétexte de survivre et de faire des activités qui nous mettent toujours en conflit avec la mort. Donc je pense que les autorités, cette fois-ci, vont réagir aussi promptement qu'ils l'ont déjà fait par rapport à ce qui est arrivé et que des actes soient posés pour que les jours à venir, qu'on n'assiste plus à ce genre de choses. Alors, Steve Coton, on a annoncé une enquête qui est en cours pour élucider, bien sûr, les causes de ce drame. En début d'année, on s'en souvient, on a eu le drame de Dassa, où plusieurs Béninois déjà sont décédés dans un bus calciné. On a eu le drame du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, où il y a encore eu des morts à l'occasion du match Bénin-Sénégal. On n'a jamais eu les conclusions des enquêtes, personne presque n'a été sanctionné. Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter à l'occasion justement de ce nouveau drame survenu à Sémékraké? D'abord, avant de répondre à votre question, moi qui ai grandi à Sémékodji, qui vis là-bas, je peux imaginer la douleur des parents et je suis sûr que je dois avoir des proches qui ont perdu des parents, amis et autres dans ce drame. Donc, vraiment, j'ai constaté aussi la tristesse de notre maire, le maire Mathias Benamector, à ses côtés, l'ancien député Timothée Bediga et tout. Donc, je sais que la population de Sémékodji, depuis ce samedi matin, est très, très meurtrie et surtout, particulièrement celle de Kraké, à qui je présente mes sincères et profondes et fraternelles condoléances. Par rapport aux enquêtes, très souvent, suite à des drames du genre, je pense que c'est ce qui est recommandé. On ne peut pas dire qu'on va sanctionner sans faire d'enquête, donc situer les responsabilités. Ce que je sais, c'est que
dans ce genre de drame, par exemple, où c'est une activité, c'est pas, quand on prend le stade de l'amitié, on connaît ceux qui sont chargés d'organiser les marches dans notre pays. Donc, ça, on peut régler ça. Quand on prend le bus, on connaît le cahier des charges des sociétés de transport inter-humains dans nos pays. Donc, on peut se référer à ça. Mais une activité illicite comme ça, comment situer les responsabilités, aller toucher ceux qui sont vraiment responsables, ouais, c'est un peu compliqué. Maintenant, c'est une activité, mais aussi, il faut voir ça aussi comme une rente. C'est pas que simplement des populations qui n'ont, qui se cherchent, qui se versent dans cette activité. C'est une activité bien organisée, bien structurée. Même dans l'informel. Même dans l'informel. Et il y a des personnes qui vivent de ça. Et donc, de grandes personnes qui vivent de ça. Je ne vais même pas citer de personnalités qui vivent de ça. Donc, ça va être un peu compliqué. On va essayer d'arranger un peu. On a commencé déjà avec désormais des stations qu'on voit. En tout cas, on peut dire aujourd'hui que Cotonou est suffisamment quadrillé en termes de stations d'essence pour, en tout cas, les grands quartiers. Comme il y a 5 ans, on n'avait pas ça. Donc, progressivement, dans une ville comme Porto-Novo aussi, le problème est petit à petit réglé. Dans les villes comme Samepodji, je pense après PK10, vous n'avez plus de stations jusqu'à Huenta, à Porto-Novo. Donc, ça fait que dans ces milieux-là, le commerce, ça a toujours des beaux jours devant. Le commerce a toujours des beaux jours devant lui parce que on n'arrive pas encore à rapprocher, à faciliter l'approvisionnement en carburant aux populations. Donc, ce qui fait que la vente illicite continue toujours. Maintenant, est-ce que aussi la multiplication des stations aussi va permettre de régler ça? Je ne sais pas. Maintenant, il y a au moins un problème de prix avec la suppression de la subvention par le Nigeria, où aujourd'hui, pratiquement, vous avez le même prix que dans les stations, mais des fois même, vous avez le prix dans la rue qui est plus élevé que le prix dans les stations. Donc, je pense que ça fait que, de temps en temps, vous voyez des motos, des taxis-motos même, aller vers les stations. Donc, je pense progressivement, on est en train de régler le problème. Mais il faut revenir sur le drame pour dire que c'est vraiment dommage que des situations du genre arrivent. Et si tout ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus, moi je milite pour ça et je rejoins Amel pour dire je pense qu'il faut le faire, même si je ne sais pas encore comment il faut le faire. Très bien. Allez, on dit aujourd'hui déplorer cette situation sur fond de slogan plus jamais. Ça, on espère que plus jamais ce genre de drame n'intervienne dans notre pays. Une fois encore, on présente nos sincères condoléances aux familles des disparus. Allez, messieurs, on en vient à présent au sujet qui nous rassemble ce matin. Il s'agit de la réflexion de Mamadi Doumbouya sur les démocraties africaines à la tribune des Nations Unies. Il a prononcé quand même des mots assez forts de l'avis de plusieurs personnes, Dr Paul Mariwessou. Est-ce que ce discours n'a-t-il pas, on va dire, un relent de déjà entendu? Oui, ça a un relent de déjà entendu, mais encore plus, ça vient de lui. Bon, moi, je voudrais dire que... Le personnage qui a prononcé le discours, selon vous, n'a pas de légitimité? Non. Aucune. Non, pas pour prononcer ce genre de discours. On ne lui connaît pas un relent de panafricanisme. OK? Et donc, je voudrais simplement qu'on se rappelle une chose. Et d'abord, prenons ce qu'il a dit, la démocratie à l'occidental, ça n'existe nulle part. Nulle part, il y a une démocratie qu'on appelle à l'occidental. La démocratie française n'a jamais... son égal, n'a pas d'égal en Europe. La démocratie britannique ne peut être comparée à aucune autre démocratie, sauf que toutes les démocraties ont un principe en commun. Le principe fondamental que le pouvoir en démocratie est horizontal et que le pouvoir en démocratie n'est pas vertical. C'est ça qui est la chose la plus importante. Maintenant, qu'on dise que ça échoue, que la démocratie n'a pas échoué. En fait, la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est un système d'organisation. C'est un système politique.
C'est un système qui permet à tout groupe de dire voici comment nous allons interagir les uns avec les autres. Et lorsque nous prenons donc la démocratie comme un système simple comme ça, il faut dire qu'est-ce qui fait fonctionner une démocratie. C'est ce que Michel Foucault a appelé la technologie du gouvernement. La technologie du gouvernement, c'est la gouvernance. Okay? C'est un peu ça qui fait fonctionner la démocratie. C'est-à-dire la pensée fondamentale qui anime ceux qui ont la charge d'assurer l'organisation sociale et politique et culturelle de toute communauté. C'est la pensée fondamentale, c'est ça qui est la technologie de gouvernance. Or, ce qui se passe en Afrique, c'est que nous avons complètement laissé le volet penser aux autres et nous nous contentons de dire on est pragmatique, on va être pratique. C'est un peu ça le problème. C'est un Nkrumah, pour moi, le plus grand homme politique de l'Afrique tout entière, c'est Nkrumah. Il a été dans la pratique et dans la théorie. Et ce qu'il dit, c'est qu'il dit que la pratique sans la théorie est aveugle. Et la théorie sans la pratique est vide. Donc, on ne peut pas avoir de pratique sans théorie, on ne peut pas avoir de théorie sans pratique. C'est ça ce que nous devons comprendre en Afrique. Mamadou Doumbia a de quoi surfer sur les discours des autres pays du Sahel et déployer donc un argument selon lequel que la démocratie à l'occidentale a échoué. Il n'y a pas de démocratie à l'occidentale. Il y a une démocratie. Il y a des démocraties. Maintenant, ce qui s'est passé depuis que nous avons commencé la démocratie en Afrique, surtout, c'est que, comme je l'ai dit, on a laissé la pensée aux autres et nous on dit qu'on est dans la pratique. Et donc, c'est les FMI, c'est la Banque mondiale, c'est eux qui nous disent comment notre démocratie se porte. Aucune démocratie au monde, en fait, c'est une démocratie sérieuse, aucune démocratie au monde ne laisse les autres venir lui dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, Armel Dossou-Kago, quand on prend déjà la déclaration de Mamadi Doumbouya en lui-même, est-ce que quelque part on est tenté de dire que c'est un discours démagogique pour donner raison à ces populations-là aujourd'hui qui exultent du fait de la prise de pouvoir par les militaires qui estiment ces populations-là qu'elles sont aujourd'hui libérées. Donc, quelque part, est-ce que vous pensez que c'est pour flatter un peu ces populations-là? Je crois que le mot est tellement bien choisi que j'aurais envie de ne rien ajouter. Ça ressemble à de la démagogie parce que vous avez l'impression qu'il a juste surfé sur la vague du moment. La démocratie dont il parle, à quel moment ils ont appliqué la démocratie et ça n'a pas marché? Parce que dans la majorité des pays en Afrique, lorsque vous voyez la façon dont on fait les choses, on n'a pas fait l'effort de penser, comme le docteur a dit, parce que la démocratie est un système politique où c'est un peu comme vous portez une tenue goudlock ou bien costume, où on a essayé de coudre une tenue, et chacun vient sans demander qu'on essaie de mettre votre mesure, de mettre la même tenue avec votre mesure. Vous prenez le boubou de l'autre et vous dites que ça ne vous va pas très bien. C'est un peu comme ça. Chacun essaie de repenser le système et l'adapter à ses réalités pour en faire. Et c'est justement pour ça que nous avons une démocratie, mais appliquée de différentes façons. Et il y a des principes que tout le monde essaie de respecter. Les quelques principes que je peux citer, c'est par exemple la séparation des pouvoirs, la liberté d'expression, l'organisation d'élections à bonne date, élections crédibles à bonne date. Lorsque vous ne prenez que ça, à quel moment, lorsque je prends son pays, le pays de Doumbouya, à quel moment la Guinée a appliqué la démocratie, ça n'a pas marché? On ne peut pas dire que Sékou Touré a fait de la démocratie, il a fait le parti unique. Il est en train de partir, son premier ministre a voulu prendre le pouvoir, Guilavogui a voulu prendre le pouvoir quand il est décédé au Maroc. Rapidement, Lansana Conté est venu le renverser, il a pris le pouvoir. À un moment donné, dans les années 90, quand ils ont commencé par subir, après la conférence de Bâle, et je crois en juin 90, après la conférence de Bâle, où on a demandé si vous n'allez pas à la démocratie, vous n'aurez plus d'aide, tout ça, Lansana Conté a essayé de porter un masque de démocratie à son régime militaire,
Après, il y a eu Dadis Camara. On connaît tous ce qui s'est passé. Et quand l'autre général est venu le remplacer, quand Toumba l'a raté, après, nous avons eu Alpha Condé, qui pour moi est l'une des grosses déceptions, parce que c'est ça au fait le problème de l'Afrique aussi. Les opposants qui crient, quand ils viennent au pouvoir, ils font la même chose. Et lorsque vous observez ça, donc après Alpha Condé, lui, il est venu au pouvoir, mais lorsque vous observez tout ça, vous constatez que le problème, ce n'est pas la démocratie, mais c'est les hommes qui n'ont pas été capables de faire la démocratie. Et donc je dis, on ne peut pas dire que la démocratie a échoué, on peut dire que les hommes ont échoué à appliquer la démocratie dans la plupart des pays en Afrique. Nous allons y revenir après pour dire, il y a des pays en Afrique qui sont en train de faire leur démocratie, qui font leur petit bonhomme de chemin, même si aujourd'hui ils ne sont pas encore des pays développés, ils sont en chemin et c'est en allant qu'on s'en va. Et donc, on ne peut pas dire de but en blanc que voilà que nous avons la démocratie à l'occidentale. Déjà, ça pose un problème lorsque vous dites la démocratie à l'occidentale. C'est à croire qu'en Grande-Bretagne ou en Italie ou en Allemagne, que les choses fonctionnent de la même façon, la démocratie. Il y a des pays et vous êtes obligés, parce que les pays n'ont pas les mêmes réalités, n'ont pas les mêmes histoires, mais le principe est là, que vous avez une forme de gouvernance où les populations doivent être libres de s'exprimer, où vous êtes obligés de rendre compte, où vous êtes obligés de venir dire aux populations ce que vous faites et ce que vous ne faites pas, d'aller se faire sanctionner par les populations. Lorsque vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas venir dire que la démocratie n'a pas marché. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons passé tout le temps, y compris le Bénin qui se faisait passer pour le berceau de la démocratie, nous avons passé tout le temps à tricher avec les principes de la démocratie. Et nous trichons quand les règles ne nous arrangent pas, nous nous arrangeons toujours pour tricher. Et après, on vient dire que ça n'a pas marché. Moi, je veux bien qu'on me dise dans ces pays, quand est-ce qu'on a appliqué ce qu'on appelle la démocratie et ça n'a pas marché. Si on ne l'a pas appliqué, on ne peut pas dire que ça n'a pas marché. Et je crois qu'on ne peut pas dire qu'on a appliqué. D'accord. Alors, Steve Poton, la démocratie, justement, parlons-en. La démocratie, c'est quoi? On a l'impression que c'est un concept, évidemment, qui se repose sur les critères fondamentaux, comme l'a rappelé Ahmed Soukago, la question de séparation des pouvoirs, les principes de liberté fondamentale et d'élection abondante. Si vous remplissez ces trois critères, est-ce que vous êtes démocrate, vous êtes en démocratie? C'est bon, ça va? Non, avant même d'aller sur votre question, je pense qu'il est important de constater que, en fait, ce discours, le discours de Doumbouya est un discours présent et actuel. Et il ne faut pas regarder un discours derrière du temps. Oui, c'est un discours qui est porté même par des intellectuels, par des scientifiques, qu'on peut qualifier de très sérieux. Voyons un peu. Mais ce qu'il faut rappeler de façon préliminaire à ceux qui portent ce discours, vous n'avez la possibilité de le dire que dans une démocratie. Parce que, en fait, c'est ça le propre de la démocratie. Toutes les idées sont possibles dans une démocratie. Vous pouvez déposer sur la table en démocratie toutes les idées. Quelqu'un peut se lever au Bénin et dire, mais moi je veux que désormais on ait un mandat de 21 ans. C'est ce qui permet la démocratie, la liberté de penser, la liberté d'opinion. Donc, ailleurs, ce n'est pas possible. Ça dit quoi? Autre régime que la démocratie, Doumbouya n'aura même pas la parole pour parler, pour dire ce qu'il pense en fait. Le totalitarisme. Exactement. Donc, il faut... Et c'est ça le mérite. Maintenant, le problème en Afrique, avant de revenir sur ce que c'est que la démocratie, l'État que nous avons développé dans la pratique de la démocratie, nous les confondons à la démocratie en fait. Et ça, c'est une sorte d'irresponsabilité qui est en train de tourner à la lâcheté en fait. Et c'est vraiment regrettable pour le continent. Comme l'a dit Dr Wissou, tout porte à croire qu'on ne peut pas réfléchir sur le continent africain. Quel est le problème qui se pose pour les Africains? La démocratie, c'est quoi? C'est, disons, 4 grands principes. Premièrement, d'abord, comme le Dr Wissou l'a dit, le pouvoir est horizontal, c'est-à-dire la souveraineté est dans le peuple. Et donc, le peuple décide. C'est pourquoi on dit gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et pour le faire, c'est dit, le peuple consent à travers un mode de désignation, mais de dévolution des pouvoirs des élus, qui sont ses représentants, qui agissent en son nom et pour son compte et qui doivent lui rendre compte. La règle que les États ont trouvée pour régler ce problème de dévolution de pouvoir, c'est les élections. Dans la plupart des États, ce sont les élections. Et donc, on dit, pour s'assurer que c'est celui dont le peuple veut, ou bien ceux dont le peuple veut,
qui ont été choisis, on dit les élections doivent être transparentes, équitables et inclusives. C'est que tous les citoyens qui décident de partir doivent y partir. Après, il y a l'état de droit. C'est-à-dire, quand on dit ensemble qu'on décide de dire, voilà les règles entre tel jour de marché. Celui qui enfreint le jour de marché, voilà la sanction qu'on va lui... Et quand on se tourne dos, on est sûr que chacun va respecter ses règles. Et l'état de droit, c'est qu'on soumet même l'État que nous avons créé, l'organisation politique, aux règles de droit. Pour dire l'État même. Si je fais quelque chose de mal et que l'État doit venir me chercher, voilà la procédure que l'État doit prendre. D'accord? Et ça, l'État de droit a ce principe qui est la séparation du pouvoir. On a dit encore que la justice est de côté, ceux qui font les lois doivent rester de côté et ceux qui appliquent les lois doivent rester de côté pour s'assurer qu'il n'y a pas conflit d'intérêts, que le pouvoir n'est pas dans les mains d'une seule personne qui est juge, partie et qui est encore le censeur en même temps. Ensuite, des nations ont dit, mais si le but final de la démocratie, c'est le bien-être des peuples, c'est qu'il faut y ajouter les droits fondamentaux, en quelque sorte. Et les droits fondamentaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est-à-dire, il y a des droits qui sont attachés à l'être humain, en tant qu'être. Et à travers ces droits, qu'est-ce qu'on fait? On dit droit à la vie, droit à la liberté d'aller venir. Entre les droits fondamentaux, il y a les libertés publiques. Les libertés publiques, ce sont des droits fondamentaux, mais qui sont organisés par une loi, par l'État. Ce ne sont pas des droits où c'est que je peux consommer directement. Donc, il faut que l'État organise. La liberté syndicale, c'est un droit fondamental, mais ça devient liberté publique parce que c'est l'État qui dit, par exemple, quand est-ce qu'on peut manifester, quand est-ce qu'on ne peut pas manifester. Pour manifester, voilà le couloir que vous pouvez prendre et tout ça. Et enfin, un autre principe de la démocratie, c'est la constitutionnalité. C'est-à-dire quoi? Pour que tout ça soit respecté, il faut qu'on mette ça dans un document solennel, qui est un acte, un contrat social, qu'on appelle constitution. Et donc, dedans, quand vous prenez la constitution d'un État, vous voyez si l'État est démocratique ou pas. Alors, si ces 4 éléments, on peut apprécier. Est-ce que tout ça, si c'est respecté, c'est que normalement, les États, en tout cas les communautés doivent se porter mieux. Mais ce qui se passe en Afrique, c'est quoi? Nous asseyons, nous définissons tout ça dans une constitution et le respect maintenant de la constitution devient un problème pour non seulement l'élite, mais aussi pour la classe dirigeante. Et c'est le problème que nous avons ça. On va revenir après sur les questions de bonne gouvernance et autres. Absolument. Oui. Mais alors, docteur Paul-Marie Ouissou, hormis le caractère sulfureux, le caractère transgressant du personnage qui a prononcé ce discours devant, bien sûr, l'Assemblée générale des Nations Unies, si on interroge le contenu, quelque part, est-ce qu'il n'a pas raison? Les démocraties africaines, est-ce qu'elles marchent? 60 ans, plus de 60 ans, 63 pour certains, un peu moins pour d'autres, un peu plus pour certains d'autres, d'indépendance sur le continent africain. Lorsqu'on interroge les systèmes qui se sont succédés dans plusieurs pays africains, on se rend compte que la machine est grippée. On se rend compte que ce sont les mêmes problèmes qu'on continue, ce sont les mêmes tares qu'on continue de traîner. Finalement, où est-ce que se situe le problème? Le problème, pour moi, se situe en un seul endroit. Et c'est justement là le problème de son argument. Parce qu'il a dit ceci, que nous voulons faire une démocratie qui ressemble à notre identité. Dites-moi, quelle est l'identité de l'Africain? Quelle est l'identité aujourd'hui de l'Africain? L'Africain doit-il retourner à la culture d'avant? Moi, je ne pense pas. Alors, fortement pas. Ce qu'il dit ne manque aussi pas de pertinence en ce sens où, avant justement l'intervention du colonisateur, l'Afrique avait quand même une organisation qui était assise sur la royauté. Et aujourd'hui, on a des pays qui sont démocratiques, mais qui sont basés également sur la royauté. Non, non, du tout pas. Il ne faut pas commettre cette erreur. Permettez, où le roi, certes, reste quand même un souverain moral, qui n'a pas d'interférence dans la sphère politique, mais qui reste un souverain moral. L'État qui est l'État moderne en Afrique est un État qui nous est venu de l'extérieur. Et il faut couper la tête du roi.
il faut couper, les autres ont coupé la tête du roi. C'est pourquoi il y a ce qu'ils ont appelé le processus démocratique. Écoutez, la France même, la France qui veut faire des leçons aux gens, ne connaît la démocratie que vers la fin du XXe siècle. Donc nous n'avons pas grande leçon à apprendre de la France. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que il faut pas faire l'erreur de penser que on va avoir nos États et maintenant importer là-dedans la royauté. Ce n'est pas du tout mon argumentaire. Je vous parlais de l'organisation de l'Afrique post-coloniale. Nous pouvons nous organiser et conquérir le terrain démocratique, je l'ai toujours dit, et réussir à avoir des démocraties qui dépassent même les États-Unis lorsque nous serions assis pour réfléchir. Vous savez, en 2000, il a fait un développement. Bon, ils ont tous fait des développements assez intéressants. Lorsque, en 1990, nous étions allés à la conférence nationale et que nous avons pris la décision d'aller vers la démocratie, je ne crois pas que les acteurs qui sont là comprenaient grand-chose à la démocratie. Je ne le crois pas. Et c'est ça qui est le problème. C'est ça qui a fait que nous avons construit alors un système démocratique qui ne répond... Sans les démocrates. Sans les démocrates. C'est un peu ça. Et normalement, il doit y avoir pour moi un ministère qui s'occupe de la construction de la démocratie. Parce qu'on ne peut pas ne pas construire la démocratie. La démocratie étant un système, comme nous le disons. Et, comment on l'appelle, on a dit, c'est un peu comme un ordinateur. Vous avez la partie quincaillerie de l'ordinateur, mais vous avez les parties logicielles de l'ordinateur. Pour que la démocratie fonctionne, il y a un certain nombre d'éléments, de logiciels qui doivent permettre à la quincaillerie de produire exactement ce que nous voulons. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Vous savez, j'ai toujours dit quelque chose. Nous n'avons pas une culture nationale. C'est déplorable. Nous avons un ministère de la culture. Nous l'avons eu depuis 1960, mais nous n'avons pas une culture nationale. C'est déplorable parce que ce ministère brasse des milliards. Et je ne sais pas ce que ce ministère produit pour moi. Sincèrement. Si ce n'est que pour organiser des concerts, ou bien, je ne sais pas. Nous n'avons pas une... C'est votre sensibilité qui parle. Non, ce n'est pas une sensibilité. D'autres personnes vous diront qu'elles sont totalement satisfaites du ministère de la Culture. Écoutez, quelle est la littérature nationale? Vous avez, l'ORTB. Vous passez des dessins animés, n'est-ce pas? Les dessins animés sont produits où? Mais c'est ça le problème. Il y a des productions locales aussi. Alors là n'est pas le débat. Là se trouve le débat. Parce que là se trouve le débat. Parce que au cœur du problème de la démocratie se trouve la culture nationale. Parce que la culture nationale, c'est elle qui met en place les éléments du logiciel qui permettent à chacun, quand il prend le pouvoir, de savoir où est-ce que nous voulons aller et comment nous devons nous comporter. C'est ça qui régit nos comportements. En fait, la démocratie, le problème de la démocratie, c'est qu'elle est tributaire des comportements des hommes. Et c'est ça qui s'est passé en Amérique en janvier 2020. Vous vous rappelez, où on a débarqué des gens sur le Parlement. Vous avez vu le tollé que ça a provoqué dans le monde. Oui, parce que lorsque vous avez une culture nationale, et si la démocratie américaine est encore debout, c'est à cause de la culture nationale. Parce que, rappelez-vous, on appelait quelqu'un pour lui dire, en Géorgie, je ne sais plus trop si c'est Géorgie, l'État de Géorgie, pour lui dire, écoutez, moi j'ai besoin juste de 100 et quelques mille de voix pour que Joe Biden ne gagne pas. Et cette personne a dit non, ça ne se passera pas comme ça. Mais chez nous, dans nos pays, écoutez, ça passe comme une lettre à poste. Et le résultat est qu'on a des élections biaisées, complètement biaisées. Et c'est donc la démocratie est tributaire du comportement de l'homme. Et donc, pour construire la démocratie, il faut construire la culture nationale. Et que les éléments de la culture nationale soient des référentiels sur lesquels nous nous appuyons pour pouvoir aller de l'avant. Mais sinon, chacun vient et il dit, oui, la culture... écoutez, si vous voulez mettre la royauté en place ici, comme élément de la démocratie, de quel type de royauté vous allez vous inspirer? C'est de Niki, ou bien d'Abomey, ou bien de choses là. L'État moderne est un État qui a ses règles, qui a ses principes sur lesquels il faut travailler et que tous les acteurs puissent comprendre ces principes et fonctionner par rapport à ces principes. Or, le problème au Bénin, c'est que
les acteurs politiques, je parle bien des acteurs politiques, sont complètement ignorants de ce qu'il faut faire pour que notre démocratie puisse continuer de prospérer. Alors, à Armel Dosoukago, on fait le constat patent de ce que des pays qui ont librement choisi le système démocratique comme mode de gouvernance, ma foi, la plupart ont échoué sur ce chemin-là du fait, on convient tous sur ce plateau, du comportement des dirigeants, mais également des citoyens. Est-ce que c'est finalement, ma foi, ce qui a conduit à l'intrusion des hommes en kaki sur la scène politique? Je le saurais vraiment le dire. Parce que je constate que les pays qu'on veut ressembler ou les pays où on va chercher l'exemple de la démocratie, dans ces pays, il y est arrivé des fois où la démocratie a eu des problèmes, mais les hommes en kaki ne sont pas intervenus. Je ne me rappelle pas de l'année, mais l'élection, par exemple, de George Bush fils en 2000 avec Albert Gore, on a soupçonné qu'il y a eu un problème au niveau des décomptages dans l'État de Floride, dirigé par un gouverneur qui est le jeune frère de George Bush fils. Mais ça n'a pas amené les militaires à aller prendre les armes. Les Américains ont accepté le résultat. George Bush a dirigé et l'incident est clos. On est resté toujours en démocratie. Pour ne pas aller loin, l'exemple des gilets jaunes ou bien quoi, en France où ils sont rentrés dans la rue, il y a eu beaucoup de pagailles, mais les militaires ne sont pas allés prendre le pouvoir parce qu'il y avait un problème. C'est comme je le dis, si nous ne sommes pas capables de respecter les règles du jeu, on n'a pas le droit à la parole. Le réel problème que nous avons, les règles du jeu, nous devons pouvoir respecter les règles du jeu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'un système politique ne peut pas être figé. Il faut réfléchir, comme le professeur le dit. Lorsque vous avez commencé par appliquer, il faut réfléchir, essayer de nettoyer les tares que vous constatez au fil des années pour pouvoir un jour dire oui, ça marche. Mais chez nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne corrigeons pas toujours. Quand le docteur Rousseau parlait tout à l'heure de la conférence nationale, aujourd'hui, lorsque vous faites le bilan, vous vous demandez, à part le fait que la conférence nationale nous a évité le passage d'un régime à un autre sans beaucoup de casse, quel est le bilan que nous faisons de cette conférence nationale? C'est ça le problème. Le bilan n'est pas mal. Non, je ne dis pas que le bilan est mal, mais est-ce qu'on a fait un bilan? Est-ce qu'on a dit, bon, nous avons fait telle option, ça a marché, nous avons fait telle option, ça n'a pas marché, essayons de corriger. On a essayé d'amener des recettes qui n'ont pas toujours porté leurs fruits. Je vous donne un exemple. La Sénat. Le Bénin a créé la Sénat, on est tout fiers d'amener la Sénat. Je ne dis pas forcément que c'est une mauvaise chose. Mais la leçon que je retiens, c'est ceci. C'est que la majorité des pays francophones ont adopté la Sénat comme nous. Mais je peux vous dire une chose. Le seul pays de 2000 à aujourd'hui où des présidents en exercice ont perdu le pouvoir, au moins 2 ont perdu le pouvoir, c'est un pays où il n'y a pas la Sénat, où le ministère de l'Intérieur continue d'organiser les élections. C'est le Sénégal, par exemple. Mais c'est des choses qui doivent attirer notre attention pour dire, mais qu'est-ce que nous faisons? Regardez au Bénin. Regardez au Bénin. Ce que nous avons... Nicéphore Songolo a perdu les élections. Mais je vous parle de 2000 à aujourd'hui. D'accord. Et je dis, dès lors, et c'est ça le problème chez nous, dès lors que Songolo a perdu en 1987, qu'est-ce qui s'est passé? Désormais, on est passé à un mandat de 10 ans avec un bilan à mi-parcours qu'on appelle élection, pas abus de langage. Et regardez, 2001, il y a eu des problèmes par rapport à l'élection. Il doit y avoir renouvellement. Il y a eu des problèmes par rapport à l'élection. Nous tous, nous avons constaté qu'il y a eu des problèmes inédits. Mais on s'est calmé, on a regardé faire. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a attendu 2000. Comme les Américains, finalement. On a attendu 2011. Non, ce qui s'est passé, comme je le dis, c'est inédit. Ce qui s'est passé, c'est quand même grave. Qu'on en arrive à ce que des candidats dénoncent, ça peut être vrai ou ça peut être faux, mais qu'on en arrive à ce que des candidats dénoncent les résultats et que des candidats renoncent même à aller aux élections, c'est quand même un fait grave qui doit nous amener à réfléchir et à dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Que ce soit les citoyens, que ce soit les universitaires ou que ce soit les politiques, on doit s'interroger pour que dans les 10 ans qui vont suivre après, lorsqu'on sera toujours dans la même situation, qu'on apporte des recettes meilleures. On a peut-être apporté, comment on appelle, l'épi, mais la situation était catastrophique en 2011. Et aujourd'hui, tout le monde se surprend, tout le monde est surpris plutôt qu'en 2021, qu'il se passe ce qu'on a vu, et tout le monde commence à dire, mais voilà ce qui s'est passé. Depuis 2001, nous avons eu les signaux, on n'a pas réagi. En 2011, ça s'est aggravé, on a accepté.
Qu'est-ce que nous voulons dire en 2021? Donc en 2021, maintenant, on va dire que la démocratie est mauvaise. D'accord. On n'est pas responsable. Steve Poto, j'en viens à vous. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce sont des passages obligatoires pour consolider justement le modèle démocratique sur le continent? Même les États aujourd'hui qui sont cités en exemple, les États-Unis, la France, le général de Gaulle qui est quand même un personnage historique dans l'histoire française, est le produit d'un coup d'État. Non, il faut pas le dire. Il n'a pas fait un coup d'État, le général de Gaulle. Mais écoutez, pas le produit le 13 mai 58, c'est un coup d'État. Mais c'est un coup d'État. Dans l'histoire française, cela n'a jamais été cité. Mais cela est retenu comme un coup d'État. On va en revenir là-dessus. Donc, disais-je, est-ce que ce n'est pas... C'est l'argument facile qu'utilisent les putschistes. Non, pas du tout. Enfin, je ne fais pas l'apologie de coup d'État ici sur le plateau. Loin de moi, justement, cette façon de penser. Je suis de ceux qui pensent que le pouvoir se prend par les urnes et non par les armes. Et ma position est formelle et claire là-dessus. Mais ce que je suis en train de dire, c'est est-ce que l'Afrique n'est pas en train d'expérimenter aussi, justement, ces quintes de tout qui sont en train de gripper la machine sont inhérentes justement à la consolidation de la démocratie? C'est vrai que la démocratie est un processus. Et en démocratie, les acquis ne sont jamais des acquis. Il faut travailler chaque jour pour rendre les acquis plus performants, mais pour améliorer le système démocratique. C'est-à-dire, il faut chaque fois... La particularité de l'Afrique, c'est que nos démocraties ont besoin d'hygiène. Il n'y a pas de salubrité. Oui, c'est que il y a vraiment de salubrité morale, de salubrité intellectuelle et aussi de salubrité programmatique en fait à faire. Aujourd'hui, il y a une crise mondiale de la démocratie. Les événements du congrès que vous avez cité après les élections en 2020, je pense, de Joe Biden, mais aussi les événements qu'on a observés au Brésil, après l'élection de retour de Lula, et d'autres faits aussi marquants dans le monde qui montrent une sorte de fatigue démocratique et qui demande aux États vraiment un réarmement moral et un réarmement démocratique. Est-ce que l'Afrique est capable de le faire? Oui et non. L'Afrique a commencé déjà par le faire. En 2007, nous avons adopté la charte africaine sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance. Et je pense que si Mamadi Doumbouya est à la recherche de référents africain en termes de démocratie, il peut se référer à la charte, puisque dans la charte, c'est une charte adoptée sous l'égide de l'Union africaine par les États, où je pense quand même ils ont regardé tout ce que nous avons, puisque c'est les intellectuels africains qui ont travaillé sur ce document, où ils ont dit, pour que les choses marchent chez nous, pour que la démocratie marche chez nous, voilà les principes que nous décidons en tant qu'Africains de respecter. Mais est-ce que les États, si chacun retourne chez lui, est-ce qu'on les respecte? Non, on ne les respecte pas. Maintenant, comment peut-on dire quelque chose qu'on n'a pas vraiment mis en pratique, comment on peut dire que ça ne marche pas? Et c'est ça le problème africain. Je voudrais finir en disant que les problèmes qui se posent à nous et les solutions que nous apportons à ces problèmes qui nous mettent dans des situations vraiment encore plus désagréables que les situations qui ont amené ces problèmes, ces mêmes problèmes se posent à d'autres sociétés. Amel Dosukako a cité un certain nombre tout à l'heure, un certain nombre de ces problèmes tout à l'heure. On a vu les solutions que les gens ont apportées à ces problèmes. Est-ce que ce n'est pas la maturité démocratique qui a permis à ces peuples-là d'être résilients vis-à-vis de ces problèmes? Non, oui, en fait, la maturité n'est pas absolue. Elle ne se décrète pas. Mais on dit, il y a un auteur américain qui a écrit un livre dans lequel il dit, l'effondrement, dans lequel il dit, c'est la façon d'aborder les problèmes qui se posent à une société témoigne de la place et de la place de cette société dans la communauté des nations et aussi de la capacité de résilience, de survie. Point oui ou non, on met à feu la maison familiale. C'est ce que nous faisons en Afrique. Si un désaccord, si un petit désaccord, on prend les armes, on dit, à la limite, c'est primitif, en fait. Et ce qui se passe, ça ne peut que se passer en Afrique. Regardez dans le monde. Aujourd'hui, un président qui a été élu, il a été pris en otage, séquestré par des gens parce qu'ils juste ils ont les armes.
juste parce qu'ils ont des armes. Vous imaginez donc ce qu'on... Mais ça peut se passer encore où, si ce n'est pas en Afrique? Et depuis 2 mois, l'appareil d'État est grippé. On ne prend plus aucune décision en faveur de ce pays, mais on prend des décisions d'abord en ce qui concerne les personnes, les nouvelles autorités qui sont issues des armes. Ils se regardent comment nous faisons pour nous légitimer. Depuis 2 mois, c'est ce qu'on fait. Or, une journée, sans prendre de décision dans la vie d'un État, de décisions importantes, de décisions dans l'intérêt général. Vous imaginez ce que ça peut avoir comme conséquence? On peut gérer ça sur 50 ans. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est qu'en Afrique que les gens se comportent comme ça. Donc, comme l'a dit Dr Wessou, c'est que ce n'est pas les idées qu'on se développe. Il n'y a pas de mise en œuvre de la démocratie sans une théorie démocratique qui est déposée sur la table. Et on dit, voilà comment nous allons mettre en œuvre notre démocratie. Et mais, si nous décidons, qui refuse de respecter des règles? C'est nous-mêmes, même Doumbouya qui parle, lui-même il a violé les règles. Qui lise la constitution de la Guinée. Alors, monsieur, évidemment, vous avez votre avis sur le plateau, mais est-ce que les populations pensent comme vous? Est-ce que monsieur, tout le monde, monsieur d'Internet surtout, pense comme vous? Maurice Tantan, bonjour. Bonjour, Eman Rodrigue Amenga, bonjour à tous et bonjour à toute la question du jour, justement pour recueillir l'avis de nos amis internautes fidèles de la matinale qui fait son retour évidemment ce matin. On a adressé une question ce matin. Vous voulez bien rappeler? Que pensez-vous des propos de Mamadi Doumbouya, chef de la junte militaire au pouvoir en Guinée, qui a affirmé à la tribune de l'ONU que la démocratie à l'occidentale a échoué en Afrique? Et justement sur cette question, il faut dire que les avis sont mitigés, sont partagés. Il y en a qui estiment que Doumbouya, le colonel Doumbouya, fait de la démagogie, évidemment. D'autres aussi qui sont allés dans des réflexions un peu plus approfondies pour questionner même l'état de la démocratie sur le continent, au regard même de certaines anciennes pratiques sur le continent. On a retenu, disons, plutôt 3 avis sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Je vais commencer par celui de Yves Sodé Gadi qui nous explique que selon lui, ce ne sont que des jeux de mots pour prendre en haute estime la politique de ces États où il y a eu un coup d'État. Mais cela ne traduit pas la réalité de tous les pays africains, précise cet internaute qui dit: en Afrique, malheureusement, nous tergiversons beaucoup sur le sens réel de la démocratie, conclut donc Yves Sodé Gadi. Jean Kokou Zounon a également réagi à la question du jour. Il nous dit: à mon humble avis, l'Afrique n'est pas prête pour une quelconque démocratie, sinon le colonel Mamadi Doumbouya ne peut perpétrer un coup d'État, car en démocratie, un putsch est un crime. Comme il n'a pas été inquiété après le sien, c'est normal qu'il trouve que la démocratie à l'occidental a échoué. En réalité, c'est l'Afrique qui n'est pas prête pour la démocratie, conclut encore Jean Kokou Zounon. L'avis à présent de Fofana Aboubakar qui nous dit: son propos met en évidence un élément factuel qui est aisément vérifiable en Afrique et particulièrement en Afrique francophone. Nous pratiquons une sorte de démocratie calquée sur le modèle occidental. Je pense, écrit-il, qu'il serait plus pertinent d'interroger les différents modes de gouvernance qui ont fait la force de nos empires et royaumes dans le passé. Il poursuit, et ça vous ne le verrez pas à l'écran, il poursuit en disant: le but n'est pas de copier un ancien modèle de gouvernance dans un monde où les enjeux ont changé, mais de partir d'une véritable anthropologie de la gouvernance pour faire le choix d'un système politique qui serait en adéquation avec les valeurs qui sont nôtres. Voilà donc ce que nos amis internautes... Ça a le mérite de vous faire sourire, Ahmed Soukago. Oui, la démocratie marche au Japon. Le Japon est un pays occidental. Non, mais moi, je pense que... Vous permettez, je voudrais rebondir en même temps pour dire, ça me fait sourire chaque fois quand on dit la démocratie en Afrique, mais attendez, il y a des pays en Afrique qui marchent, ça marche très bien. Il y a des pays en Afrique où ça marche très bien, je dis très bien parce que les règles du jeu sont respectées et il y a une croissance économique adéquate à côté. Vous avez par exemple l'île Maurice et Cap-Vert. Depuis le départ du premier président au Cap-Vert, Aristide Pereira, je crois que c'est son nom, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu tentative du 3e mandat, de coup d'État, tout ce que ça a été toujours règle. Deux mandats, et 2 partis se succèdent régulièrement à la tête de l'État. Et ça ne posait aucun problème.
Tanzanie, depuis le départ, c'est vrai, qu'en Tanzanie et le Botswana, c'est le même parti politique, mais il y a une chose qui est claire, il y a une succession chaque fois au pouvoir, deux mandats, depuis la mort de tout premier président. Julius Nyerere en Tanzanie et puis Célestin Kama au Botswana. C'est vrai qu'après Célestin Kama, Fétus Monga, Ketupile Masire est resté un peu, mais après, depuis, c'était respecté. Et je n'ai jamais appris des trucs dans le genre, un opposant a fait manifestation, on l'a frappé, et on n'a jamais appris ce genre de choses. Et c'est des pays qui sont en train de connaître quand même leur développement à leur rythme. Non seulement, et à part ça, c'est qu'il faut que les Africains, quand on n'est pas capable de réfléchir, on doit être au moins capable de tricher. Et si vous ne pouvez pas tricher les autres, trichez au moins vos frères qui sont à côté. C'est-à-dire, là où ça marche, là, pourquoi on ne va pas chercher les recettes là où ça marche pour dire, mais si ça marche là-bas, pourquoi ça ne marche pas chez nous? Malawi, ce n'est pas forcément. Malawi, il y a eu un fait qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que la Cour constitutionnelle, je ne sais pas, c'est le conseil constitutionnel, ils appellent ça là-bas apparemment, est allé jusqu'à invalider l'élection de... Non. Il y a eu au Kenya, il y a eu au Kenya. Il y a eu au Kenya mais d'abord. non, la Cour est allée jusqu'à invalider l'élection d'un président en exercice. Peter Mutharika qui a remplacé son frère aîné, enfin pas élection, hein, son frère aîné Bengo Mutharika qui est décédé après la transition comment il s'appelle, Joyce Banda. Après la transition de Joyce, il a gagné les élections. Il était ministre de l'Agriculture dans le gouvernement de son grand frère. Il a gagné les élections, Peter Mutharika. Mais celui qui est là actuellement, Lazarus, enfin, j'ai oublié le nom, il a déposé des recours et c'est bien plus tard, l'autre était déjà en exercice. Quand ils ont déclaré son élection invalide, ils ont retourné aux élections. Il a perdu les élections et l'opposant qui avait déposé des recours est revenu au pouvoir. Ça s'est passé en Afrique. Il y a aussi la situation au Kenya avec où Kenyatta a donné l'élection validée, même si par la suite. Oui. Écoutez, moi, je voudrais rebondir sur. On n'a plus que une minute, d'accord, et on va bien sûr. On n'a plus qu'une minute, donc il faut penser à optimiser. Oui, je voudrais quand même rebondir sur le fait que quand nous voulons condamner les militaires, il faut condamner aussi les civils. Il faut les condamner. Parce qu'eux aussi sont dans le putsch. Ceux qui changent nos constitutions pour rester. Ceux qui asseyent le pouvoir qu'ils ont conquis par les unes sur la force. Et là, vous êtes en adéquation avec Mamadi Doumbouya dans sa déclaration qui dit que... Non, Mamadi Doumbouya ne peut pas... Vous êtes en adéquation parce qu'il dit, je cite, monsieur, vous permettez, il dit, nous n'avons qu'une seule préoccupation, le bien-être du peuple vivre ensemble. Mon uniforme, je l'ai mis au service de mon peuple. Je vous assure, connaître le Sahel traverse, enfin, je vais retrouver la partie dans mes fiches. Voilà, il dit, Mamadi Doumbouya donc s'est défendu d'être encore un bidas qui veut tordre le cou à la démocratie. Encore un soldat qui veut imposer sa dictature. Le putschiste, dit-il, n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Les vrais putschistes, les plus nombreux qui ne font l'objet d'aucune condamnation, ce sont aussi ceux qui manigancent, ceux qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. Je voudrais être d'accord avec lui, sauf que quand on renverse un pouvoir comme ça, et qu'on veut partir vers un État démocratique, on ne réprime pas les manifestations dans les rues. D'accord. La liberté est l'élément fondamental de la démocratie. La liberté, c'est l'élément fondamental. Y a-t-il une démocratie dans une transition? C'est une question. Oui. Y a-t-il une démocratie en transition? Oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut dire au régime, mais la transition là, vous n'avez pas un programme à exécuter. La transition, c'est quoi? C'est que vous aidez à l'organisation des forces vives, à ce que des décisions soient prises dans l'intérêt du pays. Ce n'est pas que vous avez un programme, que vous n'avez pas été élu, que vous venez de déployer. Les régimes en transition aujourd'hui, en tout cas, les chefs des différents juntes, l'impression qu'ils donnent, c'est qu'ils ont gagné des élections et ils ont un programme politique à exécuter. Dans un régime de transition, vous n'avez pas de programme à exécuter. Oui, mais ils ont leur père spirituel appelé Thomas Sankara. Bien sûr, il faut quand même qu'on dise avant avant qu'on ne prenne fin que la situation au Niger, il ne faut pas la juger
en étant, disons, dans les perspectives que nous avons connues. La démocratie est en crise en Afrique parce que, comme je le dis, il y a vraiment 3 éléments fondamentaux qui conditionnent nos démocraties. Premièrement, les mesures et les indicateurs qui nous permettent de dire oui, nous sommes en train de faire une démocratie, c'est la Banque mondiale, c'est les FMI. Parce que c'est eux qui viennent ici pour nous dire oui, nous sommes ci, nous sommes ça. Et tant que ce sera comme ça, puisque ces 2 institutions que je viens de citer sont des institutions, ce sont des instruments qui ne sont pas le peuple. Quand le peuple a fini de lire, et il faut retourner à notre Constitution, article 2, la gouvernance de l'État, la gouvernance de notre État doit être une gouvernance du peuple, pour le peuple, par le peuple. Donc la mesure fondamentale de toute action politique, c'est le peuple, ce n'est pas le FMI, ce n'est pas la Banque mondiale. D'accord, Dr Paul. Alors, Ahmed Losukago, franchement, pour finir, et ce sera par un oui ou par un non, on va répondre à la question que pose le sujet. Les démocraties africaines, ce que nous traversons actuellement sur le continent, est-ce une crise de maturation ou l'échec d'un système, ou rien des deux? Je ne saurais le dire juste parce que la situation que nous vivons actuellement, à part les réseaux sociaux qui sont intervenus dans le débat, c'est la même situation que nous avons vécue dans les années 70-72, où les militaires sont venus prendre le pouvoir, ils ont proclamé le marxisme-léninisme dans beaucoup de pays, et après on est allé s'agenouiller devant les institutions de béton rouge. Donc, je me demande si ce n'est pas la même situation qui est en train de reprendre, parce que Churchill a dit, si un peuple oublie son histoire, il est condamné à le revivre. Et ce que je voudrais dire pour finir, je suis d'accord avec le docteur, 3e mandat, mais ce n'est pas le chiffre 3 qui est mis en cause chez moi, c'est la tricherie, c'est la tricherie qu'il y a derrière parce qu'on change les règles du jeu en cours de jeu. Cette tricherie est la même chose que celui qui va prendre le pouvoir par les armes parce que dans les 2 cas, nous violons les règles. Et c'est ce que nous sommes en train de condamner. Merci beaucoup à vous, Ahmed Losukago. Merci également à Steve Poton, vous êtes juriste internationaliste. Merci, Dr Paul-Marie Wissou. Ça commence bien là. Je crois. Ça commence bien. Merci également à vous, mon cher Maurice Tantin, pour les avis relais. On se retrouve quant à nous demain, vous et moi, sur le plateau pour continuer par relayer les avis des internautes. À suivre dans les prochaines minutes, l'Université Les Cours Sonou qui nous propose bien évidemment ses offres pour le compte de la rentrée universitaire qui vient. Vous aurez le temps de les écouter tout à l'heure. Juste après, Blaise Adamko pour la paille des sports, derrière Marcel Arcossi pour la revue de presse. Voilà les 3 rendez-vous qui nous attendent pour les prochaines minutes. À tout de suite.